Bien, parfait. Nous allons commencer donc avec cette session qui s'intitule « Stigmatisation, le poids des mots ». Et je crois que la première communication va être faite par Rachel Morlot. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je suis Rachel Morlot. Je vais vous présenter une étude que j'ai menée avec Edith Sales-Vima, donc au sein du laboratoire PSIDREPID de l'Université de Bourgogne. Cette présentation s'intitule « Stigmatisation des patients atteints d'un cancer du poumon, mesures implicites grâce à l'analyse du discours ». Contexte et objectif. Nous considérons le patient comme étant au sein d'un système social autour duquel gravitent tous les rapports interhumains et les rapports intergroupes. Ceci est très important puisque des auteurs ont déjà pu mettre en évidence que le contexte social est essentiel dans la perception du cancer. Au niveau du cadre théorique, nous nous focalisons spécialement sur les représentations sociales. Alors, les représentations sociales du cancer, lorsque l'objet de la représentation est le cancer, on obtient au niveau du contenu un contenu négatif, maladie redoutée, mort, invalidité, souffrance, douleur, qui a pour conséquence au niveau de l'effet d'amener à de la stigmatisation. Si maintenant nous nous focalisons plus particulièrement sur le cancer du poumon, celui-ci est souvent associé directement au tabagisme. Nous obtenons alors une image négative au niveau de la représentation sociale, mais qui est associée en plus à un effet de responsabilité. De ce fait, nous obtenons de nouveau de la stigmatisation, mais les auteurs insistent sur le fait qu'il s'agit d'un cancer auto-infligé, d'où l'importance de la responsabilité perçue au niveau de la maladie. Ici, quelques chiffres de l'INCa, les chiffres 2023 sur le cancer du poumon. C'est peut-être un peu petit, bon, juste pour dire, l'impact est vraiment très fort, c'est un cancer vraiment prédominant ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le dernier carré ici, les facteurs de risque. On voit l'accent est mis sur le tabagisme, mais également sur certains paramètres qui seraient externes à l'individu, comme par exemple la pollution environnementale. Donc on voit qu'au niveau des facteurs de risque, il y a deux types de facteurs de risque. Nous pouvons ici facilement faire le parallèle entre ce que l'on a vu ici sur le cancer du poumon et qui est associé au tabagisme et des études menées sur l'attribution causale. Dans les études sur l'attribution causale, nous avons déjà pu mettre en évidence que lorsqu'une situation est négative, alors la stigmatisation est plus importante face à une cause interne que face à une cause externe. Et là, on va faire le parallèle entre la causalité et présence-absence, par exemple, de tabagisme dans une situation du cancer du poumon. Donc, on voit qu'un parallèle entre ces deux types d'études peut être effectué. Le langage comme mesure indirecte, c'était ce qui était énoncé directement dans le titre. Nous allons donc travailler sur la stigmatisation, qui est souvent une remise en cause des normes sociales. De ce fait, cette stigmatisation apparaît généralement de manière voilée. Donc, comment on va pouvoir l'observer ? Eh bien, nous, on pense que c'est grâce aux indicateurs langagiers que nous aurons accès aux attitudes implicites. Le dispositif et méthode de recueil des données. Nous allons travailler sur la perception par des individus tout venant d'un patient atteint d'un cancer. L'hypothèse est que selon le type de cancer, la perception et la réaction face aux personnes malades différera et nous allons nous focaliser plus particulièrement sur le cas du cancer du poumon. Nous avons mené en parallèle deux études. La première étude dans laquelle nous comparons deux groupes expérimentaux. Nous, on dira endogroupe, exogroupe, ça veut dire une personne tout venante face à une personne non malade, une personne tout venante face à une personne malade, ici le cancer, et nous allons nous demander, est-ce qu'effectivement nous retrouverons, comme on l'a vu dans la littérature, un effet de stigmatisation. Dans la deuxième étude, nous allons faire varier la causalité interne-externe, c'est-à-dire derrière la responsabilité.
Nous avons 3 conditions expérimentales. La condition contrôle, où le sujet sera face à une personne atteinte d'un cancer du poumon, mais on ne connaît pas la responsabilité. Ou alors, cancer du poumon dû au tabac, cause interne, cancer du poumon dû à l'amiante, cause externe. Et nous regarderons est-ce que l'effet de stigmatisation va varier en fonction de la causalité. Au niveau du matériel, l'idée est que la manière de s'adresser à quelqu'un est un indicateur du jugement porté sur cette personne. Nous allons donc amener le sujet tout venant à s'adresser à une personne malade. Et pour cela, on va lui demander de rédiger une carte de vœux. Donc nous utilisons le paradigme de la carte de vœux qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises au sein de notre laboratoire. Les sujets, nous avons interrogé 100 femmes entre 25 et 60 ans, toutes non fumeuses. Les indicateurs, ce que l'on va donc aller mesurer dans le langage, un indicateur de la durée du contact, c'est en fait la prolixité, le nombre de mots total dans le corps du texte. Nous allons regarder la centration de la lettre sur le destinataire, c'est ce qu'on appelle le référent noyau renvoyant au destinataire. Nous allons regarder également la composition d'une carte de vœux. On va dire que quand on rédige une carte de vœux, il y a comme un peu des routines, c'est-à-dire des habitudes. Eh bien oui, normalement, il y a un adressage, on va dire « Salut, chère Martine », etc. Le corps du texte, la clôture et la signature, on va dire c'est les éléments à minima, normalement, que l'on retrouve dans une carte de vœux. Nous allons donc regarder s'il y a effet de stigmatisation, est-ce qu'il y aurait déroutinisation, c'est-à-dire des éléments routiniers qui sont amenés à disparaître. On va donc regarder la longueur de l'ouverture. On a créé aussi une échelle. Plus le score attribué sera élevé, plus la relation de proximité s'est développée par rapport à notre dans l'interaction, par rapport à notre interlocuteur. Et on va regarder les différents thèmes constituant l'ouverture. Toujours dans les routines, nous avons la routine de clôture et nous focaliserons plus spécialement sur la signature, donc présence-absence, et lorsqu'elle est présente, de quelle nature est-elle ? Dans la première étude, donc la cible de la carte de vœux, on a 2 conditions expérimentales. Donc voici ce qui est demandé au sujet. Imaginez que vous écrivez une carte de vœux à une amie d'enfance, groupe contrôle, à une amie d'enfance atteinte d'un cancer. Au niveau de l'hypothèse, eh bien, si on s'attend, comme on l'a vu dans la littérature, à un effet de discrimination face à une personne atteinte d'un cancer, on s'attend à une centration moins importante de la lettre sur le destinataire, un contact raccourci et une déroutinisation face à une personne malade. Dans la deuxième étude, où on a nos 3 conditions expérimentales, ça devient, dans la situation cancer, imaginez que vous écrivez une carte de vœux à une amie d'enfance atteinte d'un cancer du poumon, versus atteinte d'un cancer du poumon dû au tabac, versus atteinte d'un cancer du poumon dû à l'amiante. Cette fois-ci, on s'attend à une stigmatisation plus forte dans la situation cause interne, comme on l'a vu dans la littérature. Donc, on devrait observer une moindre centration de la lettre sur le destinataire, un contact écourté, une déroutinisation plus importante face à une personne malade dans la situation tabac. Les principaux résultats concernant la première étude. Donc, à chaque fois, on a la colonne destinataire non malade et à côté, la colonne destinataire atteinte d'un cancer. On observe ici qu'au niveau de la durée du contact, c'est-à-dire le nombre de mots dans le corps du texte, le nombre de mots est supérieur dans la condition cancer. De la même manière, au niveau de la centration sur le destinataire, si on garde le nombre de mots qui concernent le destinataire sur le nombre total de la carte de vœux, eh bien on voit que ce chiffre est plus important dans la condition cancer. De la même manière, si on regarde nos routines d'adressage, elles sont toutes dans le même sens. On a un nombre de mots plus important dans la condition cancer, une échelle d'adressage plus importante dans la condition cancer. Le nombre total d'adressage, c'est-à-dire qu'il y a plus souvent d'adressage dans la situation cancer. Et si on regarde des mots particuliers et qui sont significatifs au niveau de la nature de la relation, comme l'utilisation du mot cher ou ami, eh bien, c'est plus important dans la situation cancer.
Si on recule, regardez, le premier tableau et le deuxième, à chaque fois j'ai mis le petit signe en vert, ils vont tous dans le même sens, dans le sens, en fait, pas d'une stigmatisation comme on attendait, mais presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'écoute, qu'on n'est plus attentif, qu'on n'est plus centré sur le destinataire s'il est malade, donc on obtient les résultats inverses de ceux que l'on attendait. Par contre, concernant la signature, le moment où moi je m'implique dans la lettre, je prends à ma charge le discours, et bien là, le nombre total de signatures est plus faible dans la condition cancer et la présence du prénom est plus faible. Ça veut dire que lorsque j'ai signé, j'ai plutôt signé avec une signature de type paraphe, c'est-à-dire une signature administrative qui ne me représente pas moi en tant que, par exemple, Rachel Morlot, mais plus une signature presque illisible. Finalement, lorsque la cible est atteinte d'un cancer, les sujets produisent des séquences plus longues, davantage centrées sur le destinataire, plus complètes, donc on n'aurait pas déroutinisation, mais à l'inverse, surroutinisation, et donc on aurait un effet de stigmatisation. Oui, parce qu'il y a bien une différence entre nos deux groupes expérimentaux, mais cette stigmatisation est positive. Par contre, c'est le « mais » que j'ai mis là, les sujets signent moins les cartes, il y a un désinvestissement du soi. Et donc on a pu affiner cet effet de stigmatisation. Deuxième étude, on compare nos 3 conditions expérimentales, le groupe contrôle, cancer du poumon cause interne, cancer du poumon cause externe. Au niveau de la durée du contact, on voit clairement c'est la condition tabac qui ne fonctionne pas comme les autres et les lettres sont beaucoup plus courtes. Au niveau de la centration sur le destinataire, les effets ne sont pas significatifs. Maintenant, au niveau des routines d'adressage, nombre de mots sur l'adressage, c'est de nouveau la condition cancer dû au tabac qui ne fonctionne pas comme les autres. Et au niveau de la présence du prénom, on voit que le nombre de prénoms est nettement inférieur dans la condition tabac. Au niveau de la signature, dans la condition tabac, les lettres sont moins souvent signées et si elles sont signées, il y a moins souvent le prénom, c'est-à-dire plutôt des paraphes. Donc, finalement, lorsque la cible est atteinte d'un cancer du poumon dû au tabac, on voit que c'est cette condition expérimentale qui ne fonctionne pas comme les autres. Alors oui, il y a un fort effet de stigmatisation. Analyse a posteriori, il faut que j'avance vite. Est-ce que dans la condition tabac, on a donné autant de conseils que dans les autres conditions? Non, il y en a moins. Les caractéristiques personnelles positives trouvées dans les cartes, par exemple, je connais ton courage, eh ben, il y en a moins dans la condition tabac. Et les propositions d'aide, je viendrai te voir pour faire tes courses, eh ben, il y en a moins aussi dans la condition tabac. Conclusion, face à une personne différente de soi parce qu'atteinte d'un cancer, il n'y a pas de déroutinisation, mais surroutinisation, avec une forte centration sur le destinataire. La stigmatisation est positive, mais par contre, il y a tout de même un désinvestissement du soi. Face à une personne différente de soi parce qu'atteinte d'un cancer du poumon dû au tabac, il y a dépersonnification, amoindrissement de la relation rédacteur-destinataire. Il y a donc stigmatisation en situation de cause interne. Cette étude a permis d'affiner expérimentalement le phénomène de stigmatisation, d'essayer de le nuancer, d'aller creuser pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Et on espère que ça pourrait avoir un intérêt pratique, particulièrement dans la prise en charge des malades atteints d'un cancer du poumon, surtout s'ils sont fumeurs. Merci. Bien, merci Rachel pour cette présentation très claire, très intéressante. Je crois qu'on a quelques minutes pour les questions, donc on va les recueillir. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Alors, si j'ai bien suivi par rapport à l'étude 2, les différences, elles sont que avec le cancer dû au tabac. Il n'y a pas de différence significative entre la condition cancer du poumon amiante et cancer du poumon. Alors, en fait parce qu'il faut présenter de manière, on va dire, rapide et synthétique, si on regarde ma valeur du petit p dans la dernière colonne, si j'ai mis p et t, ça veut dire... voilà, en fait, à chaque fois, on a les... Alors,
par exemple, T, c'est tabac, A, c'est amiante, et P, c'est poumon. Donc, à chaque fois, je mets ce qui est significatif ou pas. Si on prend, par exemple, la présence du prénom, eh bien, on voit que les deux sont significatifs. Donc, effectivement, cette condition se distingue clairement des deux autres. Alors, on a des fois où, par contre, si je regarde la présence du prénom ici dans les routines d'adressage, on a tabac, amiante qui est clairement significatif. Par contre, il est moins clairement significatif avec cancer du poumon. Je suis passée un petit peu vite, mais on va dire que la condition expérimentale qui clairement se détache des autres, qui n'obtient pas les mêmes effets que les autres, c'est la condition tabac. Donc, si j'ai bien suivi, il n'y a pas de comparaison, la condition 1 et la 3. Si, par exemple, si, mais elle n'est jamais significative. C'est pour ça qu'elle D'accord. Pas. Et ça, je trouve ça... Ça veut dire que c'est ça qu'en fait, le groupe contrôle fonctionne comme le groupe amiante. Oui, et ça, c'est étonnant, non? Parce que, enfin, je sais pas, moi, je me disais, ces résultats sont... Enfin, par rapport à la condition poumon-tabac, ça ne m'étonne pas. Ça peut renvoyer à la croyance en un monde juste. Hein. Je l'ai bien mérité, finalement, hein, parce que j'avais qu'à pas fumer. Ouais. Mais je suis étonnée par l'absence, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, l'absence de différence entre cancer poumon et cancer poumon amiante, parce que, je ne sais pas, ou alors peut-être il faudrait demander aux participants comment ils se représentent les causes d'un cancer du poumon. Oui, parce qu'on aurait pu penser que le simple fait de dire cancer du poumon, les gens pensent au tabac. Voilà, c'est ça, ça active ça. En fait, alors qu'amiante, bon, c'est quelque part, c'est terrible ce qui m'arrive, parce que là, vraiment, je suis pour rien. Voilà, on pourrait dire que spontanément, d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans les articles qui sont publiés dans les magazines, dans les revues de santé, hein, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait entre cancer du poumon et cancer du poumon dû au tabac. Mais là, on voit que le fait de le préciser au sujet amène quelque chose en plus et que finalement, nous, on ne trouve pas les mêmes effets entre notre groupe contrôle et tabac. Alors, on pourrait dire qu'on aurait pu aussi comparer cancer sans dire poumon par rapport à cancer du poumon tabac, et là, l'effet aurait été encore plus fort. C'est-à-dire que je pense que quand on dit poumon, on a déjà quand même un peu l'idée tabac derrière, mais le fait de le préciser va vraiment stigmatiser réellement la personne. Merci. Oui, il y a encore une question. Merci. Bonjour. Bonjour. Puisqu'on est sur les représentations sociales, justement, j'avais deux questions concernant votre choix d'échantillon. Je me demandais déjà pourquoi avoir choisi donc, un échantillon qui est exclusivement féminin, et est-ce que vous avez pu explorer la question du contact préexistant potentiellement avec des personnes atteintes de cancer, donc chez vos participants, et est-ce que ça a un impact ? Alors, pourquoi on a choisi que des femmes ? Eh bien, parce qu'on va dire que la variable genre était pour nous une variable parasite qu'on a voulu neutraliser. Et comme on écrivait à une amie d'enfance, eh bien, on a préféré ne prendre que des femmes. Et puis aussi parce que ce qui pose beaucoup de questions à l'heure actuelle, c'est le cancer du poumon chez les femmes, parce qu'il est en recul chez les hommes, même si c'est un cancer important, alors que chez les femmes, en fait, les femmes se sont mises à fumer plus tardivement. Mais maintenant, on va dire, l'élan est lancé et même on montre que les femmes arrêtent moins souvent de fumer lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer du poumon que les hommes. Donc il y a tout un questionnement par rapport au cancer du poumon chez les femmes, d'où le choix d'écrire à une amie d'enfance. Et pour neutraliser cet effet de genre, nous n'avons interrogé que des femmes. Par contre, on pourrait faire la même étude où on regarde avoir un échantillon moitié d'hommes, moitié de femmes pour voir... Mais ça nous faisait un autre exogroupe. Nous, on voulait avoir qu'un seul effet d'exogroupe, que l'effet d'exogroupe ne soit dû qu'à la maladie. Et donc, c'est une femme qui écrit à une autre femme. Et par contre, c'est pareil, ce serait intéressant de savoir, selon qu'on a nous-mêmes été en contact avec une personne atteinte d'un cancer ou atteinte d'un cancer du poumon, est-ce que ça aurait un réel impact sur la façon de rédiger la lettre, c'est-à-dire le contact, la proximité, ça pourrait être aussi une autre variable à prendre en compte. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, en complément, justement, le fait de connaître ou pas quelqu'un de son entourage, donc une amie, justement, qui aurait pu être atteinte de cancer, peut-être c'est le fait qu'ils auraient plus facilement signé
par le prénom parce que du coup, il serait plus impliqué en fait dans la relation même. Donc c'était peut-être peut-être une des raisons aussi, en ayant demandé l'information, de voir si oui ou non ils auraient signé. Alors normalement, un peu plus par le ils prénom. n'étaient pas en relation avec des personnes atteintes d'un cancer du poumon. D'accord. Alors après, on peut dire, effectivement, on pourrait trouver pourquoi ils n'ont pas signé. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'est plutôt, est-ce qu'on va dire, d'un point de vue du pourcentage, est-ce qu'il y en a autant qui signent dans une situation expérimentale que dans une autre, étant donné qu'ils ont été répartis aléatoirement dans les conditions. Normalement, le pourcentage doit être le même dans toutes nos conditions expérimentales. C'est ça l'idée de dire, comme ils sont tous dans la même situation, normalement... Voilà, alors après, voilà, chacun se projette sur sa propre amie. Voilà. Ouais. Certains, d'ailleurs, lui ont donné un prénom à cet ami, facilement. Ma très chère Martine. Bien. Très chère Rachel. Je crois que le temps est terminé, donc on va passer. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter une étude sur la stigmatisation des personnes qui souffrent de pathologies psychiques. Voilà, c'est une étude que j'ai menée au laboratoire Le Léras, qui est notre laboratoire à l'Université de Toulouse. Donc, cette étude, elle part d'une demande qui a été faite par le centre hospitalier psychiatrique de Toulouse sur la question de la stigmatisation, puisque question redondante pour essayer de trouver des façons de lutter contre cette stigmatisation. Alors, rapidement, sur la stigmatisation, on ne peut pas éviter Goffman, pour qui la stigmatisation revient à attribuer des caractéristiques à un individu qui le rend socialement inacceptable et considéré comme inférieur. Alors on sait que les groupes minoritaires sont souvent stigmatisés, les personnes avec un handicap, en particulier celles ayant des problèmes de santé mentale. Et selon Corrigan, la stigmatisation, c'est la deuxième pathologie dont sont atteintes les personnes qui souffrent de troubles psychiques. On sait aussi, alors là, il y a plein d'études qui nous montrent les conséquences négatives que peuvent avoir la stigmatisation, on va dire, sur le soin, les chances de guérison, etc. Alors, donc je vous disais qu'on a eu cette demande du centre hospitalier de Toulouse. On a travaillé dans un premier temps, et là avec Frédéric Girard, on a travaillé sur la question de la stigmatisation à travers des mesures explicites. C'est-à-dire qu'on a dressé un état des lieux de la stigmatisation, même si on sait qu'elle existe. On a été vérifié à la fois chez le grand public et chez des personnels soignants d'hôpitaux psychiatriques, des services psychiatriques des hôpitaux d'Occitanie. On a été mesurer cette stigmatisation à travers des mesures explicites telles que l'échelle de Day, qui est la distance sociale, la discrimination, et aussi à travers les stéréotypes sur les traits de chaleur et de compétence qui sont accordés à ces personnes. Donc on a des résultats qui ont montré que, par exemple, les troubles schizophréniques étaient plus stigmatisés que les troubles bipolaires, et que cette stigmatisation était plus prégnante chez le grand public que chez les soignants, même si cette stigmatisation existe aussi chez les soignants. Alors là, cette étude, elle manipule les mêmes variables indépendantes, à savoir le type de pathologie et le type de public chez qui on mesure cette stigmatisation. Mais cette fois-ci, on l'a fait avec une mesure langagière. Et on a élargi les modalités des types de troubles, donc troubles schizophréniques, troubles bipolaires, mais également troubles dépressifs et troubles du spectre autistique. Alors, notre mesure de stigmatisation langagière, on l'emprunte au modèle des biais linguistiques intergroupes de Masse et collaborateurs, qui s'appuie sur le modèle de catégorisation linguistique de Semine et Fiedler,
selon lequel il y aurait 4 niveaux d'abstraction dans le langage, qui iraient du plus concret, on va dire les verbes d'action, pour faire court, jusqu'au plus abstrait, les verbes, les adjectifs et les noms. Donc, à partir de là, alors, on s'est inspiré du modèle des LIB, mais le modèle des biais linguistiques intergroupes ici n'est pas applicable puisqu'on n'a pas fait de comparaison intergroupe. On a plutôt utilisé les biais langagiers à travers le niveau d'abstraction utilisé dans le langage. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une personne atteinte de troubles psychiques, on peut dire, lorsque j'ai à décrire cette personne, je peux dire un schizophrène ou une schizophrène, ou un dépressif ou une dépressive. C'est des choses qu'on entend parfois dans le langage. On peut également opter pour un adjectif et dire plutôt une personne schizophrène ou une personne dépressive. On peut aussi employer un label possessif en disant par exemple qu'un tel a des troubles schizophréniques ou des troubles dépressifs. Et on peut aussi utiliser des verbes d'action, alors interprétatifs du type il ou elle présente des troubles schizophréniques, ou un verbe d'action descriptif, par exemple, il ou elle fait une dépression. Donc, cette étude va mesurer ce niveau d'abstraction langagière donc chez des participants lorsqu'on leur demande de décrire une personne qui est atteinte de ces troubles. Les variables indépendantes sont les pathologies, les types de public. On a aussi introduit le niveau de dominance sociale, j'y reviendrai, et contrôler le genre et l'âge également. Alors, les hypothèses, tout d'abord, on s'attend à un plus grand score d'abstraction pour décrire une personne souffrant de schizophrénie que pour décrire une personne souffrant des autres pathologies que j'ai citées. On s'appuie sur la littérature sur la stigmatisation explicite, pour le coup, qui montre que la schizophrénie est la pathologie la plus stigmatisée. On s'attend également à un plus grand score d'abstraction chez le grand public que chez les soignants. Donc là aussi, notre hypothèse, elle est motivée par les résultats qu'on a eus dans notre étude précédente sur la stigmatisation explicite, où je vous rappelle qu'il y avait plus de stigmatisation chez le grand public. On attend aussi une corrélation entre le niveau d'abstraction et le niveau de dominance sociale. Donc il y a des travaux qui montrent que sur la dominance, l'orientation à la dominance sociale, quand on mesure cette orientation, les personnes les plus stigmatisantes, donc là je vous parle de la littérature essentiellement sur les mesures explicites, montrent que les personnes qui ont la SDO la plus élevée sont les plus stigmatisants. Là, je renvoie aux travaux de Lampropoulos et collaborateurs qui ont travaillé aussi sur des indices d'infrahumanisation. Et puis, on testera les variables genre et âge. Alors, la méthodologie, donc questionnaire en ligne. Les participants étaient invités à lire la description d'un individu qui souffrait de troubles psychiques. Donc ici, je vous mets l'exemple de la schizophrénie. Ce texte, on ne l'a pas inventé. Je l'ai pris sur les plaquettes d'une association qui lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale, donc qui est assez fiable en termes de symptômes et de description. Donc, une fois qu'ils ont lu ça, on dit bien que le diagnostic est tombé, c'est schizophrénie. Mais spontanément, vous diriez que X présente des troubles du spectre de la schizophrénie, a des troubles schizophréniques, est schizophrène ou est un ou une schizophrène. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, on a les 4 propositions des 4 niveaux d'abstraction qui sont présentés, qui étaient pas forcément dans cet ordre-là, parce que là, je vous l'ai mis pour que vous voyez bien le niveau le plus concret jusqu'au niveau le plus abstrait, qui est le plus stigmatisant, conformément aux travaux de masse. On mesurait l'échelle de dominance sociale et ils renseignaient leur genre et leur âge. Alors, ça, c'est les participants. Donc, vous voyez, on a 200 participants à peu près dans chaque type de public.
La répartition homme-femme est malheureusement toujours la même. Les femmes sont bien plus répondantes que les hommes. Et on a le public soignant qui est légèrement plus âgé. Alors, on a effectué des comparaisons type de public par rapport à notre première hypothèse. Donc, pour la schizophrénie, qui a choisi quoi ? Alors, déjà, d'un point de vue, je vous ai mis en jaune, d'un point de vue descriptif, globalement, majoritairement, les participants vont choisir la deuxième formule, c'est-à-dire que X a des troubles schizophréniques. Alors, lorsqu'on compare le grand public avec les soignants, ici, il n'y a pas d'effet du type de public sur le niveau d'abstraction, même si, ils sont un peu plus... Il y a plus d'abstraction pour le grand public, mais ce n'est pas significatif. En ce qui concerne la bipolarité, alors là, on a un effet très fort de l'abstraction du type de public sur l'abstraction, et on voit bien que le niveau d'abstraction chez le grand public est plus important et qu'il y a plus de concrétude chez les soignants. Vous voyez donc là la formule la plus concrète qui est beaucoup plus importante chez les soignants. Au passage, on remarque aussi que globalement, contrairement à la schizophrénie, on a une description qui est quand même plus concrète pour la bipolarité. En ce qui concerne l'autisme, même chose, un effet du type de public, c'est-à-dire que le grand public est plus stigmatisant que les soignants en ce qui concerne l'autisme. Vous voyez, alors souvent, quand même, ces descriptions, vous avez remarqué que c'est pas elles, même globalement, qui sont choisies prioritairement. Mais là, on a quand même un effet très, très important de la description est autiste. Et enfin, pour la dépression, plus d'abstraction chez le grand public, plus de concrétude chez les soignants. C'est-à-dire, on est à nouveau cet effet de type de participant. Alors, il y a un effet, mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a quatre catégories. Et vous pouvez remarquer que même si globalement ça va dans le même sens, on a quand même un choix plus massif là sur l'expression « fait une dépression ». Chez le grand public. On pourra peut-être en discuter après, je passe vite. Donc globalement, sur les 3 types de troubles, le grand public est plus stigmatisant que les soignants et ça rejoint complètement nos travaux sur la stigmatisation avec des mesures explicites. Alors ensuite, on a comparé en fonction du trouble psychique. Alors pour pouvoir faire des comparaisons intra-sujet avec mesures répétées, j'ai calculé un score d'abstraction, cette fois-ci, donc les 4 catégories disparaissent, selon la méthode de Conan et al., c'est-à-dire qu'on va pondérer chaque expression. 1, c'est lorsqu'on utilise un verbe d'action descriptive, 2, un verbe jusqu'à 4, un nom ou adjectif. Donc plus le score est près de 4, plus, on va dire, c'est stigmatisant. Puisque plus c'est abstrait. Alors, chez le grand public, il n'y a pas de différence intra-sujet qui soit significative, même si on voit toujours quand même une moyenne supérieure pour la schizophrénie. Par contre, on a un effet important chez les soignants, où on voit que la schizophrénie est quand même la pathologie la plus décrite abstraitement. Je vous rappelle, c'est un schizophrène. Comparé aux autres, suivi de la dépression, la bipolarité et l'autisme. Et enfin, on a calculé, on a testé des corrélations, je vous ai parlé de l'orientation à la dominance sociale, donc entre le score d'abstraction qui est utilisé pour chaque trouble, alors aussi qu'on corrèle avec les autres troubles, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est avec l'orientation à la dominance sociale. Et vous voyez qu'on a des corrélations positives de la SDO avec le score d'abstraction sur les troubles schizophréniques. Plus je suis dominant socialement, plus j'ai une forte orientation à la dominance sociale, plus je suis stigmatisant. Même chose pour les troubles bipolaires. Et pour les troubles autistiques, il n'y a que pour la dépression que ça ne corrèle pas.
Et d'ailleurs, hein, vous voyez que la dépression aussi, elle échappe aux corrélations avec les autres troubles. C'était chez le grand public, ces corrélations. On les teste chez les soignants. Alors là, pareil, même genre de résultats, hein, des corrélations entre les troubles, mais pas entre les troubles avec les troubles dépressifs. Et pour la SDO, bien, on a toujours cette corrélation avec la dominance sociale pour les troubles schizophréniques et les troubles autistiques. Par contre, on ne l'a plus pour la bipolarité. Enfin, le genre et l'âge. Alors, pas d'effet du genre sur les troubles, sauf sur l'autisme, où là, on a un fort effet, où les femmes stigmatisent moins que les hommes. Et en ce qui concerne l'âge, eh bien, les corrélations, elles sont diverses et variées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de corrélation entre l'âge et les troubles schizophréniques, mais on en a des négatifs pour la bipolarité et l'autisme, c'est-à-dire plus on est âgé, moins on stigmatise. Et inversement, corrélation positive pour la dépression, c'est-à-dire plus on est âgé, plus on stigmatise. Donc en résumé, on a montré que dans cette étude que le préjudice langagier existe en production. Alors là, je vous mets des auteurs qui avaient déjà montré ça avec d'autres types de mesures. Il serait intéressant de le tester en réception. Il y a déjà des résultats qui montrent que le fait de parler d'une personne en disant c'est un schizophrène va produire des effets après en réception. Et il serait intéressant aussi de le comparer aux indicateurs explicites de la stigmatisation. Donc le langage peut constituer un indicateur de stigmatisation plus subtil que les mesures qu'on a utilisées précédemment. Les labels nominaux engendrent une plus grande essentialisation des personnes, les réduisant plus fortement à leurs troubles psychiques que les autres types de labels. Et d'ailleurs, le manuel de l'APA, depuis déjà 2000, nous invite à ne pas utiliser de forme nominale pour désigner les troubles psychiques. Et ça, afin de réduire le stigma qui est lié à la maladie mentale, avec l'idée, c'est le first person language, c'est-à-dire de séparer l'individu de la maladie. Parce que quand je dis un schizophrène, je mélange l'individu avec sa pathologie, alors que quand je dis une personne vivant avec la schizophrénie, je parle d'abord de la personne avant de parler du trouble dont elle est affectée. Voilà, merci. Merci. Merci Annette. Nous avons 4 petites minutes pour les questions. Merci. Merci pour cet exposé passionnant. Alors, ma question, là, quand même, on appréhende la stigmatisation d'une personne étiquetée, schizophrène, bipolaire, etc. Mais la stigmatisation que ces personnes subissent au quotidien, il me semble qu'elle vient essentiellement du fait qu'elles ont un comportement inadapté, des comportements sociaux notamment tout à fait inadaptés, et qu'on ne sait pas qu'elles sont malades. Quand on le sait, quand l'étiquette devient publique, est-ce que la discrimination n'aurait pas tendance, la stigmatisation n'aurait pas tendance à baisser? Enfin, peut-être que c'est une illusion que je me fais. Pardon, quand la stigmatisation devient publique, elle quand une personne a des comportements inadaptés, oui, du fait d'une pathologie mentale, oui, si on sait qu'elle est malade, est-ce qu'elle n'est pas moins stigmatisée que si on ne le sait pas? Ah. Disons que je sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux qui montrent que, par exemple, les médecins, quand ils reçoivent aux urgences une personne qui souffre de troubles psychiques, alors pour en avoir discuté avec des internes, s'ils ne savent pas qu'elle souffre de troubles psychiques, ils vont moins la stigmatiser. Donc contrairement, ils vont moins la stigmatiser et donc plus être à l'écoute des symptômes, etc. Alors que dès qu'ils ont connaissance de leur dossier et qu'ils savent qu'elles sont atteintes d'une pathologie, quelle qu'elle soit, elles sont stigmatisées et ça change même le diagnostic qu'on fait pour elles, qui est un gros souci d'ailleurs, parce que
bien, on va moins prendre au sérieux le fait qu'elles aient mal au ventre, qu'elles aient un problème, en disant ouais, bon, lui, il est un peu dingo, donc ouais, ça, il doit rien avoir. Donc, à ma connaissance, en tout cas, là, je vous réponds pour les soignants, le fait de savoir qu'ils souffrent de ces troubles les stigmatise davantage. Et ouais, oui. Alors après, nous, on a mesuré aussi chez le grand public, on a mesuré la variable dont on parlait tout à l'heure, le contact. Est-ce qu'ils connaissent la maladie? Est-ce qu'ils ont des amis Et il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire que les personnes qui connaissent des gens qui souffrent de ces troubles les stigmatisent pas plus que les autres. Donc bon, voilà, on l'a utilisé en variable contrôle, mais on n'a pas d'effet là-dessus. Merci pour la présentation. Vous avez bien évoqué la notion d'essentialisation qu'il y avait dans le fait d'associer la pathologie à la personne. Mais alors je ne connais pas assez la littérature sur le sujet, mais en prenant un pas de côté peut-être sur la notion de réappropriation ou de renversement du stigmate, mais justement les personnes qui vont tenter de se construire une forme de défense à travers cette identité en se disant, par exemple, je suis autiste, donc en tirer une forme pas de fierté, mais simplement de défense vis-à-vis des stigmates qu'ils ont pu subir avant d'avoir notamment cette étiquette. Est-ce que justement vous avez des informations là-dessus, sur à quel point est-ce que cette appropriation peut se faire? Ça, non, je ne sais pas du tout. Enfin, là, il faudrait peut-être aller faire des entretiens avec des personnes qui souffrent de ces troubles et voir comment elles-mêmes... Alors, notre futur projet, c'est sur l'autostigmatisation, d'ailleurs. Mais pour revenir à l'essentialisation, peut-être je l'ai passé vite aussi, mais l'explication... dans la théorie des biais langagiers de masse, il y a cette idée que quand je définis une personne en disant c'est un autiste, on essentialise la pathologie et ça renvoie à des caractéristiques stables. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, pour toute sa vie, il sera comme ça et on ne peut rien y faire finalement, quelque part. Alors que quand on dit il fait une dépression, bon, c'est un peu contingent, ça va passer en gros, mais c'est pas quelque chose au sens, c'est des caractéristiques stables chez l'individu. Voilà, donc ce qui explique aussi les résultats. Bien, merci. Je crois que le temps est venu de passer à la présentation suivante. Ma présentation, c'est un cas, une analyse des cas d'une tentative de féminicide au Chili. Et on sait que la violence de genre touche un de chaque 3 femmes pendant sa vie. Et le féminicide, c'est la violence plus extrême dans ces continuums de violence que souffrent les femmes. Et la violence de genre se cristallise dans des mythes de la violence. Et ces mythes, on va utiliser aujourd'hui seulement les concepts de mythes de violence domestique parce qu'ils sont liés à un cas comme ça, que c'est un cas de féminicide intime. Les mythes sont des croyances fausses qui simplifient notre réalité et vont créer des stéréotypes qui minimisent, justifient ou nient la violence physique, mais ce n'est pas seulement la violence physique, c'est aussi les autres types de violences contre les femmes. Ces mythes, il y a un impact sur tous les supports d'aide de la victime et aussi il y a un impact sur les agresseurs parce qu'il peut exonérer de la responsabilité à les agresseurs. Et aussi, ils vont déformer la perception de l'événement
de l'effet et la responsabilité est répartie de manière injuste. Les conséquences sociales, c'est qu'il se produit des blâmes de la victime, mais aussi peut affecter les processus judiciaires, l'opinion publique, etc. Donc, on va étudier comment ces types de mythes sont présents dans la presse, dans les cas chiliens. Donc, on va utiliser un cas qui c'était très polémique parce que c'est un cas qui était avec beaucoup de cruauté. Et ce cas, on va l'utiliser dans 3 périodes différentes, que c'est immédiatement après le féminicide, pendant le processus judiciaire et après la condamnation. On a défini ces 3 périodes à partir d'une chronologie d'événements et on a regardé où sont les pics des nouvelles de presse dans une période qui va entre le 14 mai 2016, qui c'est l'année des féminicides, et la fin de décembre 2017. On a analysé différents types de médias. On a utilisé 2 médias télévisés qui sont des couvertures nationales et aussi 3 médias écrits. Les 3 médias écrits parce que ce sont les 3 médias qu'il y a plus de lecteurs. Donc, c'est les médias 1, 2 et 3. 1, c'est EMOL, 2, c'est Bio Bio Chile et 3, c'est La Tercera. Donc, c'est qu'il y a plus d'impact au Chili. Et on a défini les 3 événements. On a les dates des 3 événements. Et on a sélectionné un échantillon à partir de quand il y avait des cas qui se répètent. On a laissé à côté parce qu'il y avait des nouvelles, par exemple, qui ajoutent seulement un mot différent donc, dans un même média. Donc ça, on a laissé de côté. Et à la fin, on avait un échantillon de 110 reportages ou petites nouvelles de presse. Et dans les 3 périodes, 35, 57 et 18. On a réalisé une analyse thématique des contenus concentrée sur 3 périodes. On a construit les catégories d'une manière inductive parce qu'on a commencé de les textes en même. Et là-bas, on a pris des catégories plus grandes. C'est intéressant que dans l'analyse lexicale, on peut voir aussi que la victime est nommée de manière différente que l'homme. Par exemple, on peut voir qui est l'homme pour l'agresseur. On réfère plutôt comme avec les noms famille. Et avec elle, on réfère plutôt avec son prénom. Et quand on nomme les prénoms de l'agresseur, que c'est Mauricio, on va ajouter tout le temps les noms famille. Et c'est à l'inverse pour elle. On va nommer au début Nabila Rifo, que c'est son prénom et nom famille, et après on va nommer seulement comme Nabila, donc c'est un peu plutôt familial. La majorité des nouvelles qu'on a regardées, parce qu'on a regardé aussi les types de nouvelles et les voix des acteurs, les types de nouvelles sont toujours racontés comme des types policiers où il y a un sensationnalisme et se concentre sur les détails, excessivement sur les détails des faits et la brutalité des faits. Et on a vu que les voix des acteurs, c'est en premier lieu les personnes de la justice, les fiscaux, les défenseurs, les procurateurs. Et après, c'est l'agresseur et les familles de la victime et de l'agresseur. Et en dernier lieu, c'est la victime.
les féminicides vont se représenter comme un acte physique d'extrême brutalité qui va être violent. Et on va référer comme agresseur, comme agression, attaque, coupe, attaque brutale, agression brutale, coupe, violent. Ça, c'est le mot qui s'utilise. Et le plus utilisé, c'est attaque, agression. Et le terme féminicide seulement va être utilisé quand on va faire référence au délit. Parce que dans la loi chilienne, le délit de féminicide est dans la loi. Donc, on va voir qu'il y a une minimisation de la violence de genre parce que c'est seulement concentré comme l'acte physique, mais aussi il y a une invisibilisation du féminicide comme phénomène. On voit que la représentation de la victime, il y a différents moments. Dans les premiers moments, on va voir une victime idéale qui répond à la jeune mère travailleuse, vulnérable socialement, qui va avoir beaucoup de sympathie de la presse et aussi des grands publics. Et après, il y a un deuxième moment, que c'est le moment des processus judiciaires, où il y a une remise en question de la crédibilité de la victime et aussi de son statut de victime. Et ça, c'est parce qu'il y avait des consommations d'alcool dans ces moments-là de la victime, et aussi pour aspects liés à sa vie privée, comme un rapport gynécologique qui a été diffusé pour les médias. Donc, cette remise en question, dans le troisième moment, se consolide et on a une représentation ambivalente de la victime. D'une partie, il y a une sympathie, un sentiment plutôt de sympathie, parce qu'elle ne mérite pas ces extrêmes cruautés, mais d'autre côté, elle mérite ça parce qu'elle a provoqué l'auteur, donc, et parce qu'elle consomme de l'alcool, elle a montré ses sangs, etc. Après, il y a une représentation du perpétrateur il passe d'un moment d'un agresseur cruel, que c'est plutôt lié à la représentation des monstres. Et lui, donc parce qu'il avait des antécédents de violences domestiques, qu'il perd le contrôle, qu'il est brutal. Après, ça va changer en période 3, où ça peut arriver jusqu'à une ambivalence qui va remettre en question les mêmes procédures judiciaires dans la presse. Les mythes, on a trouvé des mythes de culpabilisation en raison de son comportement, la consommation d'alcool, l'aspect de vie privée, et aussi allusion à la marginalité de sa vie. Et les mythes, on peut voir aussi l'exonération de l'agresseur à la minimalisation de la responsabilité, comme perte de contrôle, par la provocation de la victime, consommation d'alcool. Il est malade à cause de l'alcool, mais aussi il peut être innocent, il est victime des circonstances, c'est un bon père, etc. Nous avons trouvé ici que c'est important qu'on observe la tendance de remettre en question les actions de la victime, comme son état d'ébriété. On peut dire qu'il y a une attribution interne pour justifier, pour culpabiliser la victime, mais c'est tout à l'inverse pour l'auteur. Donc, d'un côté, on remet en question la victime, mais ça va influencer que la perception de l'agresseur, la représentation de l'agresseur, ça change et l'agresseur est perçu de meilleure manière. Donc, pour un côté, la victime, l'alcool est une chose négative, d'une attribution interne. Pour le côté de l'agresseur, il y a une attribution externe où va exonérer, minimiser les actes
par exemple par la consommation de l'alcool. On peut voir comment les mythes de la violence aussi sont liés à la représentation et quand un mythe est présent, peut faire que la représentation ça tombe. Et les deux représentations de les victimes et l'agresseur vont ensemble et les mythes aussi vont ensemble. Donc, quand il y a plus de culpabilisation, il y a plus de minimisation et à l'inverse. Aussi, il y a un accent disproportionné sur la victime. Les médias se concentrent excessivement sur la personnalité de la victime et l'événement des féminicides est exceptionnel et isolé. Et ça, c'est une chose très importante parce qu'on sait que le phénomène de la violence, ce n'est pas un phénomène qui était un événement exceptionnel et isolé. Et dans ces cas, on peut penser que ça croit des représentations aussi déformées de la violence. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce timing presque parfait. On a quelques minutes donc de questions. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais 2 questions. Il y en a une à laquelle vous avez peut-être déjà répondu. C'est concernant les médias écrits. Est-ce que c'est des médias régionaux, des médias nationaux? Non, ce sont des médias nationaux. D'accord, ok. Et je me demandais, est-ce que les différences de représentation, elles peuvent dépendre aussi des lignes éditoriales de chaque journal? Enfin, après, je ne me rends pas compte de la situation du Chili, mais par exemple, en France, c'est très prégnant, cette facette-là. Oui, ça dépend de la ligne éditoriale. Mais ici, dans ces cas particulièrement, on ne trouve pas de différence entre les différents médias. Quand j'ai regardé les différents médias et j'ai vu s'il y avait des différences, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence majeure. Et ça, c'est dans ces 3 médias. Il y a des différences pour des autres médias qui sont plus minoritaires, que je n'ai pas inclus dans... Même parce que, par exemple, TVN, c'est une chaîne publique et Canal 13, c'est une chaîne privée. Les deux, au-delà des lignes sont éditoriaux, c'est très différent, mais la représentation de la victime, c'est la même. Merci. Donc, pas de questions. Eh bien, on va passer à la dernière représentation de ce premier atelier. Le diapo, voilà, ça arrive. Donc, c'est la communication de Oyana Vercuyssen-Evrard qui s'intitule « Les modalités d'interaction des formations #NousToutes, cadrage et exploitation d'un discours interactionnel ». Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, je suis Oyana Vercuyssen-Evrard. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'université Toulouse 3, Paul Sabatier. Je suis membre du LERAS et je travaille sous la direction de Valérie Bonnet et de Nathalie Spanghero-Gaillard. Aujourd'hui, la communication que je vous propose, elle se place dans le cadre de mon travail de thèse, donc qui n'est pas exclusivement lié aux formations du collectif NousToutes, mais qui porte davantage sur l'analyse du site internet du collectif. Dans le dessin, d'y appréhender les thématiques abordées au nom des femmes et pour les femmes dans un dispositif particulier, celui d'un dispositif socio-numérique, qui est celui du site internet. Donc plus précisément, la communication d'aujourd'hui, elle se propose d'intervenir sur les formations que propose le collectif NousToutes. Ce sont des formations qui sont dispensées depuis 2020, qui ont pris forme à l'aune du premier confinement et de la recrudescence des violences. Et elles sont accessibles sur Zoom, d'où l'intérêt. C'est aussi pour ça que je travaille sur un dispositif socio-technique. Donc peut-être quelques éléments de contexte pour les personnes qui ne connaîtraient pas le collectif. C'est un collectif qui existe depuis 2018, qui a été à l'initiative de plusieurs militantes, dont Caroline Dehaas, parmi une des plus médiatisées. C'est un collectif qui a 2 objectifs principaux. D'abord, il exige des politiques publiques efficaces contre les violences sexistes et sexuelles en termes de budget et de méthode. Et dans un second temps, il aspire à sensibiliser l'opinion publique aux faits, aux mécanismes des violences sexistes et sexuelles au travers d'actions, de communication et de formation. Le collectif, il mobilise un répertoire d'actions à la fois en ligne, donc au travers de ces formations. C'est aussi, à titre d'exemple, le collectif qui est à l'initiative du hashtag MeTooInceste
Et il organise aussi, il a aussi un répertoire d'actions hors ligne par l'intermédiaire de ses comités locaux et aussi avec son événement phare qui est la marche qui précède, du samedi qui précède le 25 novembre chaque année. Donc quelques mots peut-être pour que vous compreniez dans quel cadre se place ma communication. Donc, ce que j'ai pu analyser déjà, je suis en 3e année de thèse, que j'ai pu déjà identifier dans le cadre de ma thèse, entre autres par l'élaboration d'une cartographie du site internet, c'est que le site internet du collectif, il se scinde en 3 niveaux différents, qui est celui dans un premier temps d'informer, de former, puis de recruter. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ce n'est pas le propos de ma communication aujourd'hui, on pourra en parler après si vous voulez, mais c'est davantage pour que vous compreniez ce à quoi aspire le collectif. Donc je reviendrai plus précisément sur les communications, sur le corpus dans un second temps, mais juste pour que vous compreniez à peu près où je me situe, comme je ne suis pas spécifiquement en psychologie sociale. Il faut savoir que par ses créations et ses productions de formats qui sont transmédia et réticulaires, c'est un aspect central du collectif Nous Toutes, le collectif il aspire du coup à sensibiliser l'opinion publique et il se décrit comme un collectif féministe ouvert à toutes et à tous, constitué d'activistes bénévoles dont l'objectif est d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les femmes et les enfants en France. Juste une petite précision, je vais parler de violences sexistes et sexuelles ou VSS, mais aujourd'hui, depuis maintenant à peu près 1 an, le collectif communique sur des violences de genre, ce qui, en termes de discours, en termes politiques, n'est pas spécialement la même chose, mais j'emploierai le terme VSS. Produire, agir en ligne, il implique un façonnage des pratiques militantes qui sont contraintes par les propriétés et les affordances des dispositifs sociaux numériques utilisés. Et moi, c'est particulièrement ce qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse, c'est-à-dire que la question de recherche qui m'intéresse, c'est finalement comment ces affordances techniques, comment les propriétés techniques des interfaces numériques, elles peuvent être au service du discours et plus globalement au service des pratiques d'engagement. C'est ce à quoi, et c'est aussi l'intérêt de travailler sur le collectif Nous Toutes, c'est parce qu'effectivement, il mobilise une large gamme de ces stratégies en termes de communication, puisque si l'activisme s'exerce aujourd'hui au sein de ces dispositifs numériques, les militants et les militantes doivent trouver l'équilibre entre à la fois ces spécificités techniques induites des formats utilisés, mais aussi l'autonomie propre à la création des contenus envisagés, tant dans ses dimensions énonciatives que techniques. Donc, quand je parle de dispositifs sociotechniques, c'est un terme que j'emprunte, qui est assez présent en information-communication, mais je m'appuie sur les travaux d'Acriche, Calon et Latour, qui expliquent que l'intérêt, il revient à analyser les mobilisations des acteurs et des actrices pour problématiser un dispositif, le définir, le configurer et l'intégrer dans des propres pratiques ou au contraire le délaisser. Josiane Juliette a énormément travaillé sur les questions de l'activisme féministe au travers du numérique et sur comment finalement, ces dernières années, entre autres depuis MeToo, etc., les activistes féministes, elles se sont appuyées en fait des affordances techniques que sont par exemple les hashtags, les formations en ligne, etc., pour effectivement pouvoir ensuite fédérer, diffuser, problématiser des causes et aussi fédérer autour de ces outils. Je mobilise dans le cadre de ma thèse l'analyse du discours numérique, qui a été largement développée par Marianne Pavot. Si j'emploie la méthodologie qu'elle met en place, c'est parce qu'en fait, elle permet, dans le cadre là des formations Nous Toutes, d'appréhender la totalité du processus de formation, c'est-à-dire de réfléchir, d'analyser à comment le collectif il prend contact avec les personnes intéressées pour les formations, comment ont lieu ces formations. En fait, ça permet d'avoir l'ensemble de la chronologie, d'analyser l'ensemble de la chronologie de ces formations et en s'intéressant aux discours qui sont produits en ligne, quelles sont les affordances utilisées, de l'envoi du mail initial à l'inscription jusqu'à l'envoi des supports de formation qui arrivent ensuite. Donc j'analyse plus particulièrement, j'emploie aussi une approche interactionniste puisque je porte un intérêt à l'analyse du cadre primaire des rencontres qui ont lieu, des cadres de l'action collective qui ont été largement étudiés dans les travaux de Daniel Seyfaye, Inspiration, Erving Goffman, etc. Et ces deux méthodologies, elles me permettent finalement de répondre à mes questions initiales d'appréhender en tout cas mes questions initiales qui sont la technique au service
de la création de l'engagement ou d'un discours particulier. Donc le corpus étudié que je vais vous présenter, il se présente sur il est accessible sur le site internet du collectif Nous Toutes, qui archive les vidéos qui sont sur une autre plateforme, mais en tout cas elles sont toutes archivées sur le site internet du collectif Nous Toutes. Elles sont composées de 9 au total et elles ont été dispensées de mai 2020 à octobre 2021. Et ce sont des formations thématiques qui ont encore lieu chaque mois. C'est pour ça que dans cette communication, je vais présenter que 9 formations, puisque c'est les 9 qui sont récurrentes. Il y en a d'autres qui ont lieu à en fonction de l'agenda médiatique. Le collectif Nous Toutes s'appuie énormément sur l'agenda médiatique. Là, je me suis concentrée sur les principales qui reviennent de manière plus ponctuelle. Et la question finalement qui m'a traversée lors de la question de recherche, lorsque je balayais en fait finalement le site internet, parce que c'est ce que je fais dans le cadre de ma thèse, c'est comment les formations du collectif Nous Toutes, qui sont à la fois un répertoire d'action et un dispositif numérique, elles favorisent l'identification d'un problème public et elles organisent par leur cadre les pratiques, mais aussi les engagements. Donc dans un premier temps, ce que j'ai pu identifier, j'ai porté une attention au cadre primaire et au cadre en fait, de l'élaboration de ces formations. Il faut savoir que vous verrez sur les prochaines slides des différentes captures d'écran. Toutes les formations dispensées par le collectif Nous Toutes ont le même cadre. Elles ont la même procédure et toujours mis en place. La seule chose qui change finalement, c'est le contenu de la formation, qu'elle traite des VSS, des mécanismes des violences, etc. Donc les travaux de Daniel Seyfaï sur les mobilisations collectives, elles ont souligné l'importance d'intégrer ces dimensions interactionnelles dans les usages de la notion du cadre de l'expérience. Et en partant de ces travaux, je m'étais appuyée sur ce qu'avaient fait Gardella, Leménaire et Mondemec sur les maraudes du SAMU social, pour effectivement appréhender à la fois le cadre de l'élaboration primaire, donc qu'ils définissent comme le repérage de l'activité qui ouvre le cadre, l'identification de la strate de sens qui donne son nom au cadre, les règles pratiques qui le font tenir et le rendent vulnérable, les affects conventionnels et les gestes qui rompent l'activité. Cette analyse, elle m'a paru très pertinente puisque effectivement, j'ai pu l'identifier dans les formations que j'ai pu étudier. Puisque, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des figures que j'avais pu mettre en place à l'époque, mais par exemple pour le repérage de l'activité qui ouvre le cadre, toutes les formations étudiées commencent par une présentation, de la formatrice et surtout par un aspect qui précise que ce ne sont pas des formations à caractère scientifique, mais que ce sont des formations militantes, qu'il n'est pas possible d'avoir des attestations, etc. En ce qui concerne l'identification de la strate de sens, c'est par exemple le nombre de références qui sont faites au site internet, aux documents qui sont déjà produits par le collectif, les règles pratiques qui le font tenir et le rendent vulnérable. C'est aussi il y a des règles d'or au début de chaque formation où effectivement on prend la parole dans le chat, etc. C'est vraiment un rappel qui est là, ici, très lié à l'aspect technique d'une formation sur Zoom. Les affects conventionnels sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, mais c'est par exemple quelque chose qui est aussi très propre au collectif Nous Toutes, c'est que le collectif Nous Toutes ne recueille pas de témoignages. Donc lorsqu'on assiste à des formations, il est clairement évoqué qu'il est interdit d'écrire dans le chat, un vécu personnel, etc. Il y a aussi des gestes qui rompent l'activité. Alors, je ne l'ai pas étudié dans le cadre de cette communication et dans les vidéos qui sont accessibles en replay, mais j'ai déjà assisté à d'autres formations à ce moment-là en direct, où effectivement, on a des intrusions de trolling, etc., où les formatrices sont obligées forcément, l'activité est rompue et forcément, du coup, de se réadapter et de replacer... et de recentrer la communication. Donc cela m'a permis effectivement de comprendre qu'il y avait effectivement une uniformation générale de la procédure et du cadre des formations qui met en avant finalement une co-construction du discours. Dans les modalités de prise de parole, il y a des spécificités socio-techniques et socio-discursives, et aussi dans les représentations projetées sur les participantes, puisqu'il y a effectivement tout ce qui est lié à la bienveillance, etc., c'est puisqu'on estime que, les militantes estiment
que projeter les militantes face à un discours violent peut être heurtant. Donc ça, c'est dans un premier temps, mais je vais accélérer. Il y a aussi un deuxième aspect qui m'a intéressée, qui découlait d'une hypothèse en fait, qui a avancé l'idée selon laquelle le métadiscours, qui est en partie médié par des processus techno-discursifs dans le cas des formations Nous Toutes, c'est aussi un outil finalement discursif relationnel. Et ce qui a été très parlant dans le cas de ces formations, en fait, c'est l'usage du trigger warning, donc qui est un marqueur identitaire et conversationnel assez présent dans le milieu militant. Et on s'appuie finalement sur une logique du CARE. Donc dans chaque formation, il est à chaque fois répété que les violences ne sont pas un sujet comme les autres, qu'il est possible de quitter la formation à tout moment puisque un replay sera ensuite envoyé. Et ces pratiques techno-discursifs, elles interrogent finalement sur les effets du langage sur les interactants et les interactantes, et en fait finalement le social qui lui est préexistant. L'implicite associé aux parties prenantes de la situation de communication soulève les effets produits par les discours et les relations qui lient les locuteurs avec les destinataires des messages. Voilà, c'est les règles d'or, c'est ce que j'ai pu évoquer précédemment. Ensuite, l'aspect du dispositif sociotechnique comme un vecteur de coordination de l'action collective, c'était finalement pour appréhender dans un premier temps les leviers d'engagement potentiels liés à ces formations, et qui découlaient aussi d'une hypothèse de finalement, ces formations, elles abordent des thématiques particulières, elles catégorisent des problèmes publics spécifiques et non d'autres. Et finalement, comment ces formations, elles permettent l'identification d'un problème public spécifique, l'élaboration d'un public et finalement la co-construction d'une action commune. Et enfin, en m'appuyant sur la méthode d'analyse qu'utilise Nicolas Daudier pour l'identification d'une micro-arène publique, j'ai pu aboutir au constat qu'effectivement, il y avait dans ces formations la volonté de construire une micro-arène publique, puisqu'effectivement, donc, il met en place plusieurs caractéristiques, donc des conditions régissant l'entrée des locuteurs et ce sur quoi ils peuvent s'exprimer. Donc il y a des inscriptions préalables, on n'arrive pas dans les formations par hasard, on reçoit un peu de contenu avant, on en reçoit un petit peu après, des conditions relatives au mode de confrontation entre le locuteur et l'audience, etc. Je ne vais pas revenir sur tout, on pourra peut-être en parler lors des discussions si cela vous intéresse, mais effectivement, l'action collective, elle met en avant un ensemble d'identités, elle organise les relations en fait, finalement, qui sont partagées dans la formation. C'est en ce point qu'on a pu considérer les formations comme une micro-arène publique, puisqu'il y a finalement aussi quelque chose d'assez central qui a été mis en avant de par l'ensemble de ces caractéristiques, c'est la logique d'essaimage qui est très propre au collectif Nous Toutes et sa volonté de faire finalement de proposer, que ce soit dans ces formations ou dans ces contenus en termes de plus communication numérique, c'est de proposer des contenus qui peuvent se diffuser, qui sont facilement identifiables, que l'on reconnaît. Je ne sais pas, vous avez probablement vu des « je te crois » à un moment dans une rue, c'est Nous Toutes, et c'est des phrases qui ont quand même réussi à un petit peu faire évoluer les discours, et en tout cas amener à faire évoluer les représentations sociales qu'on pouvait avoir sur les violences. Et enfin, pour conclure, si j'ai un peu de temps, non, voilà, vous pouvez, puis bon, on peut continuer en question si vous voulez, merci. Merci beaucoup. Oui, on va peut-être laisser la conclusion pendant que quelques questions peuvent être posées, sachant que nous avons 5 petites minutes avant la pause. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez beaucoup évoqué la notion de co-construction des formations. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité peut-être de discuter avec les formatrices en particulier, mais je sais qu'il y a certaines associations qui essayent beaucoup de mettre en avant l'éducation collective, l'éducation populaire. Il me semble que c'est Amnesty notamment. Et justement, il y a assez fréquemment ce retour de l'horizontalité qui est renforcée par la visio et le fait d'être face à un chat notamment. Est-ce que peut-être c'est des retours que vous avez pu explorer, cette question ? Alors, ce n'est pas des retours que j'ai pu forcément, sur lesquels je suis forcément allée dans un premier temps, puisque les formations, c'est une
finalement, c'est une petite partie de ce sur quoi je travaille. Moi, je suis plus intéressée par finalement les personnes qui travaillent sur le site internet. Après, j'ai pu, dans d'autres cadres, échanger effectivement avec des formatrices. C'est vrai qu'on est dans un format qui est quand même effectivement très horizontal, très descendant aussi. Mais c'est aussi lié au fait que les formations ont été construites depuis un certain temps, qu'elles sont très liées à ce que propose aussi Caroline Dehaze dans son cabinet de conseil, etc. Donc ça, c'est aussi une des raisons. Alors, une petite précision que j'ai pas faite tout à l'heure, c'est que puisque j'ai analysé sur du replay, j'ai pas eu accès au chat. Donc ça, c'est une limite qui est quand même importante. J'ai quand même une idée, puisque j'ai fait d'autres formations, j'ai assisté à d'autres formations, donc je me rends compte qu'effectivement, il y a aussi des problématiques de temps qui font que la parole est pas, effectivement. Quand je parle de co-construction, c'est vraiment moi dans ma manière d'appréhender mon terrain, en se disant qu'effectivement, en étant face à du numérique, qu'on construit puisqu'on peut partager. Mais en termes de formation et de médiation, c'est effectivement très descendant, ça c'est certain. Et pour pallier à ça, ce que tente de mettre en place le collectif aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, c'est de finalement donner la parole à d'autres collectifs, à d'autres associations qui sont plus spécialisées sur des questions qui sont plus particulières en fonction des causes qui sont défendues, et ce qui permet d'avoir d'autres discours, d'autres personnes qui forment différemment, etc. Bien, est-ce qu'il y a une autre question ? Juste une petite précision sur les gestes qui rompt l'activité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il n'y a pas eu de résultat sur ce sujet ? Alors, concernant il y a quelque chose qui est très central, qui est de toute façon, puisque aussi peut-être pour que ça soit plus clair, les formations, elles ont toujours lieu le soir. Donc c'est sur du temps, voilà. Donc il y a des gestes qui rompent l'activité. Si quelqu'un va prendre par exemple la parole dans le chat, au sens où il y a les délais, les timings sont très serrés et il y a une volonté forte du collectif de ne pas dépasser puisqu'on est sur du temps personnel, etc. Et c'est effectivement quand je faisais écho, moi j'avais assisté, alors je ne pourrais plus vous dire c'était quelle formation, mais c'était une formation qui était animée par Caroline Dehaze, où effectivement dans le chat, il y a eu une invasion de mèmes, de commentaires, ça partait sur du cyberharcèlement, et effectivement, là, à ce moment-là, j'en ai pas parlé plus spécifiquement parce que c'est pas le cas dans les vidéos qui sont accessibles en replay, mais là, effectivement, il y a une rupture du cadre puisqu'il a fallu à la fois improviser sur qu'est-ce qu'on fait de ces intrusions, comment on se replace après, comment on gère potentiellement l'exposition à ces commentaires. C'est à ça que je faisais entre autres écho. Bien, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets d'inviter à la pause.